Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Julia est consultante en stratégie. Elle adore son business. Elle est toujours à 1000 à l'heure en jonglant entre ses clients, sa formation et sa to-do list infinie. Mais un matin, Julia se réveille et elle a 42 fièvres. Elle se dit que ça va passer, sauf que non. 2 jours plus tard, elle est à l'hôpital. Les médecins sont formels, elle doit rester sous surveillance. Sauf que pour Julia, pas de travail égale pas de revenus. Pire, pendant qu'elle est sur son lit d'hôpital, les charges, elles, continuent de tomber. Sauf qu'elle est chez Hello Bank Pro. Alors, son conseiller lui rappelle qu'elle a une indemnité de 100 € par jour d'hospitalisation. Et si elle doit prolonger son arrêt, elle peut toucher jusqu'à 6 000 € pour tenir le coup. C'est pour ça que j'ai choisi Hello Bank Pro comme partenaire. Parce qu'ils savent que quand t'es entrepreneuse, tu peux pas juste poser un arrêt. Sarah Nazir, bienvenue. Nina Ramen. Bienvenue sur le divan des patronnes. Merci, je suis ravie d'être là. On est éduqués et sociabilisés à prendre soin des autres en tant que femme. C'est une injonction qui est hyper forte sur ce qu'une mère devrait faire ou pas. Et ça, c'est un truc que j'ai vachement découvert en devenant mère. J'ai découvert des courants de pensée en fait, il faut faire la méthode 5-10-15, la méthode Montessori, la méthode Le Poirier. Enfin bref, il y a 36 méthodes que j'ai découvertes en devenant moi-même mère. C'est un tas de trucs qui expliquent tout ce que tu dois faire pour que ton enfant aille bien et soit heureux. Et en gros, si tu le fais pas, à tes risques et périls. T'es une mauvaise mère surtout. T'es une mauvaise mère, exactement. Évidemment. Et dans cet océan de contenu dédié aux mères, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé une voix qui parle de maternité sans culpabiliser. Et tu m'as cité un concept qui est propre à toi et dont j'aimerais qu'on parle un peu plus tard. C'est le concept de la daronne champagne. Tout à fait. C'est l'idée de se faire kiffer. Tu t'opposes à la maternité sacrificielle. Celle où on sacrifie notre propre confort de mère, mais aussi de femme et d'humaine, pour répondre à beaucoup d'injonctions, et toutes celles qu'on vient de citer. Et ce que j'aime beaucoup dans ton contenu, que tu fais dans Club des Daronnes, qui est ton compte Instagram, tu donnes ton point de vue sur le sujet. Tu as aidé des milliers de femmes à mieux vivre leur maternité de manière déculpabilisée. Tu as une formation spéciale dédiée au fameux Terrible 2, qui m'a moi-même aidée à faire en sorte que mon enfant dorme et ne se lève plus de son lit. Donc, personnellement, je te remercie pour toutes les femmes que tu aides grâce à tes contenus, dont je fais partie, pour être suffisamment courageuse pour donner ta vision dans un domaine aussi pointilleux que la maternité, où chacune a vraiment son avis sur comment ça devrait être, pour porter ta voix, pour être un nouveau rôle modèle de femme, de mère, mais aussi d'entrepreneuse, au nom de toutes les femmes et de toutes les auditrices, et à mon nom. Merci, Sarah. Non, arrête de rien. Comment tu te sens ? Écoute, ça fait plaisir. Je suis Ouais. contente. Ça fait toujours plaisir que son travail soit reconnu en tant que femme, en tant que mère aussi, puisque c'est quelque chose qui arrive quand même pas souvent, la reconnaissance, ou en tout cas, c'est plutôt long terme. Donc, merci beaucoup. Ça fait un shot de kiff. Donc, parfait. Trop bien. Je te propose qu'on démarre avec un petit jeu de questions. L'idée, c'est d'apprendre à te connaître autrement que par la description que je viens de faire. Qui est déjà pas mal. Qui est déjà bien. Est-ce que j'ai oublié des choses d'ailleurs ? Ouais, parce que là, finalement, tu vois, le sujet, c'est quand on se parle de maternité, assez vite, on arrive sur le sujet d'éducation, de façon d'éduquer. Hyper intéressant. Et de se dire, en fait, OK, on fait quelque chose sur le Terrible 2, mais en réalité, moi, mon cœur, c'est vraiment les mères, c'est pas l'éducation. Magic 2, donc le produit pour le Terrible 2, il aide les mères et les parents, de manière générale, à remettre des limites. Et c'est ça le cœur du sujet pour moi, c'est permettre aux mères de redevenir
le centre de leur vie, quoi. C'est donc pour ça que j'aime autant tes contenus, c'est parce qu'ils me parlent. En fait, ils parlent aux mères. Ils parlent aux mères. Ils parlent pas à la façon de faire le meilleur enfant possible ou la meilleure éducation possible, mais c'est de se remettre centré sur soi, parce qu'à un moment, on se décentre avec son enfant, et de se revenir à soi et de se dire, en fait, être une mère, c'est un rôle énorme, c'est une facette qui se rajoute à la vie, et à de nombreuses facettes, qui peut même écraser toutes les autres. Et en fait, il y a toutes les autres facettes aussi. Celles qui consomment du champagne, du coup. Mais toutes les autres facettes qui sont aussi à recultiver. Et l'éducation, en tout cas, là, telle que moi je la traite, c'est un pan minime qui est, bon, déjà, tu vas redormir. tu vas te faire écouter, arrêter d'hurler et aller aux toilettes seul, tu vois. Et après, on va pouvoir aller rechercher toutes tes autres dimensions. Donc, je trouve que assez souvent, on réduit la maternité à l'éducation, quoi. Alors que non. Qui est en fait une projection sur son enfant et qui est encore une manière de fuir nous et de se mettre pas soi en priorité. Ouais. Et c'est donc pour ça que j'apprécie autant tes contenus. Et ça va être le sujet de la suite et de ce que je veux apprendre de toi. On développera cet aspect-là. Parce que j'ai envie que nos éditrices aussi apprennent de ça. Parce que moi-même, ça m'a beaucoup parlé. Mais avant ça, ce que je te propose, c'est un petit jeu pour apprendre à te connaître. Je vais te poser 6 questions. Le but, c'est de donner des réponses plus ou moins courtes, sens-toi libre. S'il y a des questions qui t'inspirent plus, tu peux les traiter. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu expliques ton métier à tes grands-parents ou à quelqu'un qui n'est pas initié, un non-initié? Écoute, j'avais déjà le même problème quand j'étais consultante et que je devais expliquer mon métier. Je dis que j'aide les mères à retrouver du temps pour elles. J'adore. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me citer une action que tu mets en place pour prendre soin de ta santé mentale, justement? Il y en a. Alors, celle qui est la plus importante pour moi, je dirais que c'est de ne pas enchaîner le travail et les enfants. Tu vois, c'est le côté je finis une action, je ferme à peine mon PC, je cours chercher les enfants et bam, on enchaîne sur un autre rôle. Parce qu'en fait, t'es dans la course, quoi. Donc, t'es sur un rythme hyper soutenu. C'est de réussir à faire des pauses tout au long de la journée, quoi. Donc, je dirais qu'il y a ça et le sport. Et tu fais quoi pour ça? Tu as un réveil? Comment tu t'assures d'entretenir cette pause? En tout cas, pour le soir, déjà pour pas oublier mes enfants à l'école. Déjà. J'ai un réveil, mais du coup, je le mets plus tôt. Et aussi, dès que je sens que je commence à être dans l'agitation, c'est vraiment un curseur que je surveille beaucoup chez moi. Quand je commence à être dans l'agitation, par exemple, que je néglige des besoins primaires, tu vois. Ne serait-ce que me lever 2 minutes pour aller prendre un verre d'eau, et je me dis, non, je finis ça. Ou 2 minutes pour aller aux toilettes, non, je finis ça. Tu sais, des fois, on se nerve, on se retient pendant 2 heures, tu vois. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et ça va créer de l'agitation. Quand je vois que mes pensées, elles commencent à tourner à 4000, que je perds le focus alors que j'avais déjà un plan écrit, j'essaie de me dire, là, il faut que ça s'arrête. Il faut revenir au calme parce que ça va être contre-productif. Chez moi, c'est très, très contre-productif. Tu as toujours su identifier à quel moment tu passes en agitation? Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai des enfants rapprochés. Donc, autant te dire que ça m'a mis un niveau d'agitation dès le départ. Ouais, c'est clair. Quand on est mère, notre vie est agitée. C'est-à-dire que tu vis dans le bruit, dans le bordel. Fois 2. Fois 2. T'as même pas eu le temps d'atterrir de ton premier enfant. Bam, t'en as 2. Donc, comment tu fais pour aiguiser ce curseur de détection de sa propre agitation? Ça passe beaucoup par le corps, je trouve. Okay. Et ce que je vois beaucoup, je vois chez quasiment toutes les mères que j'accompagne, elles sont complètement déconnectées de leur corps. Okay. Elles sont dans leur tête, dans leurs pensées. Et leurs pensées, en plus, du coup, plus on est stressé, plus notre cerveau il est en mode survie, danger. Il faut que je trouve le danger parce que si je suis dans cet état de stress, c'est qu'il y a quelque chose qui va me bouffer, un tigre dans ça, je suis en danger mortel, quoi. Et donc, c'est le moment où on commence à avoir des pensées, des scénarios de mort improbables, des trucs qui te traversent la tête et tu dis waouh, je voulais juste aller dormir. Et là, je suis en train d'imaginer des trucs de ouf. Bah ça, c'est un signe que tu es beaucoup dans ta tête, quoi. Ouais, c'est clair. Trop bien, merci. Troisième question que je voulais te poser, qui est un peu en lien, mais pas tout à fait. Quelle est ton habitude préférée? Qu'elle soit bonne ou mauvaise? Considérée comme bonne ou considérée comme mauvaise? Mon habitude préférée, quand je suis en SPM, donc syndrome prémenstruel, et que je suis au fond du trou, et que je suis au bout de ma vie, je commande indien.
Ok. Je me fais un énorme repas indien et je mange devant Netflix en disant c'est ma comfort food et voilà. Je suis en pilou-pilou en train de manger de l'indien, quoi. Trop bien. Aujourd'hui, c'est ton canal, ton produit majoritaire, c'est le produit que tu appelles low ticket. Ouais. C'est ça. Que tu vends, donc, majoritairement ton canal d'acquisition, c'est Instagram. Mm. Tu as un entonnoir de conversion via de la publicité, conversion et arriver sur ton produit, c'est ça? Actuellement, enfin, ouais, c'est Instagram et publicité. Ouais. Oui, en fait, t'as une vidéo, t'as un code promo, t'as le produit, quoi. Ok, d'accord. Juste, tu as un produit récurrent aussi? Oui. Qui est un club? Ouais, tout à fait. J'ai Magitoo dont on parlait qui tourne quasiment que en pub, Ouais, ok. particulièrement pendant les vacances scolaires. Bizarrement. Bizarrement, Un momentum. le dimanche soir et pendant les vacances scolaires et le mercredi soir, c'est un succès comme jamais. Voilà. Quand on se rend compte que finalement c'était un peu chaud avec les enfants. Ah, c'est trop bien. Tu sais que ça me déculpabilise de ouais, ressentir ça, que de me dire que je suis pas la seule. Quand j'ai passé 48 heures avec mon gamin, de me dire, ok, là j'en peux plus, quoi. Bah écoute, mais, je pense que je suis un des seuls business dont le meilleur chiffre c'est le mois d'août, quoi. Ouais, c'est clair. Mois d'août où les crèches sont fermées, t'es au camping avec ton gosse. Le mini-club, c'est 2 heures par jour, t'es au bout du Rolls. J'adore savoir ça, parce que je trouve que, en fait, c'est ce que les gens ne diront pas. Tu sais, c'est ce que les gens ne Google. Enfin, si on pouvait voir ce que les gens Google, bah toi, c'est un peu pareil pour la pub. C'est, tu vois, tu vois un comportement. Il y a cette fameuse phrase qui dit ne regarde pas ce que les gens disent, regarde ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. C'est hyper représentatif, quoi. Ok. Au mois d'août, enfin moi ça me fait toujours un peu marrer parce que moi je le vois même dans mon club justement. Du coup j'ai un club qui est pour les femmes qui veulent arrêter de subir leur quotidien et justement rééquilibrer toutes ces facettes-là, se retrouver, etc. Enfin, une des questions à mes vacances, c'est comment je fais pour pas subir mes vacances en fait. Comment je fais pour que, espérons, je puisse me reposer un peu ou en tout cas parvenir plus fatiguée, quoi. J'aime tellement que tu dises les vraies choses. C'est tellement ce que je ressens. Un week-end avec mon enfant, c'est tellement l'expérience. Quand le vendredi soir arrive, je me prépare, quoi. Et l'entendre dire, c'est trop bien. Donc merci de le dire déjà, c'est incroyable. Ok. Donc produit que tu appelles low ticket, donc 150, tunnel, ça tourne tout seul, majoritairement quand les gens en ont marre, ils vont passer trop de temps avec leurs gamins. Ensuite, tu enchaînes sur un produit récurrent. Ouais. Est-ce que c'est 2 produits que tu as lancés ensemble en même temps ou est-ce que c'était l'un puis l'autre? L'un puis l'autre, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de vouloir lancer un produit récurrent comme celui que tu as choisi? Parce qu'en fait, alors au tout début, moi j'ai créé le Club des Darons parce que je voulais vraiment qu'on se parle d'équilibre, équilibre pro, perso, équilibre de toutes ces dimensions, etc. Et en fait, on me questionnait tout le temps sur l'éducation. C'est toujours le sujet qui revenait. Ok. Et je me suis dit, bah ouais, en réalité, c'est assez compliqué de dire reprends du temps pour toi. Ouais. Quand tu peux même pas te doucher seul, aller aux toilettes seul, que tu passes tes soirées à camper à côté du lit de ton gamin, et que voilà, comme tu dis, le vendredi soir, t'es tendu en te disant vivement lundi matin, quoi. Donc il fallait déjà reposer ce cadre-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, moi je trouve, c'est l'enfant est le centre de la famille, et l'idée c'est plutôt qu'il soit membre de la famille pour qu'en fait les besoins de tout le monde existent. Parce que souvent, les besoins qui n'existent pas, c'est ceux de la mère, quoi. C'est elle qui va enlever plein de choses pour que ça rentre dans les cases et qui va enlever toutes ces autres dimensions et qui va être mère ou pro si elle a un taf, ou alors si elle n'a pas de taf, ça se déséquilibre complètement, quoi. Sachant qu'en plus, en général, ce qui se passe, c'est qu'elle a enlevé toutes ses facettes, il reste son mec, son taf, son gamin, elle n'en peut quand même plus, alors là, si elle a un deuxième, laisse tomber, elle n'en peut absolument plus. Et bah, elle peut pas supprimer l'enfant, normalement. Donc, soit c'est le couple qui prend ultra cher, soit elle finit par se dire, c'est ce que j'ai fait. Je quitte mon taf parce qu'en fait, c'est trop. Mais non, en fait, c'est pas ça qui était trop. C'est moi qui passais pas les choses aux bons endroits et qui n'allais pas nourrir les bonnes facettes. Du coup, j'ai quitté mon taf. Et c'était pas mon meilleur choix. Pas ma meilleure idée. Merci. Du coup, on en a appris un peu plus sur toi et sur ton business model. J'ai envie de te poser encore 2 dernières questions. Qu'est-ce que tu as accompli que tu ne pensais pas possible? Eh ben, la vie que j'ai là. Ok. Là, j'aurais jamais cru possible de vendre des choses en ligne, beaucoup, et de gagner de l'argent, et d'avoir des équipes, et de me dire, enfin, tu vois, de penser aux étapes d'après, etc. Moi, quand je me suis lancée, je me souviens de dire à quelqu'un, si je gagnais 1 700 € par mois, ça serait déjà bien, quoi. C'était même pas la moitié,
peu près la moitié de ce que je gagnais en salarié. Ça serait déjà ouf, quoi. De vendre 10 trucs à 170 € par mois, ça serait dingo, quoi. Donc, faire l'année dernière, j'ai fait 400 000 ou 450 000, je ne sais plus exactement. C'est même pas... 450 000 € de chiffre d'affaires. Oui, voilà. 450 000 € de chiffre d'affaires. Irréaliste, tout en me disant, j'ai la vie que j'ai envie d'avoir. Mon mariage a survécu à 2 enfants rapprochés et la création d'une boîte. C'était pas gagné non plus. Moi, j'ai survécu. Les enfants sont en bonne santé. La boîte tourne, elle se développe. Et en plus, j'ai du temps. Enfin, tu vois, me dire, je veux aller au spa vendredi après-midi, par exemple. Et ça, en fait, Tu dis ça parce qu'on va au spa ensemble. On va au spa vendredi après-midi. C'était même pas imaginable, en fait. Tout en gagnant plus que ce que tu gagnais dans ton job avant. Donc, c'est ça, avoir exactement. Plus d'argent, plus de temps, ouais. Et aussi du temps pour toi. Exactement. Et des perspectives d'évolution, parce qu'en fait, moi, dans mon job, je sors pas d'une grande école d'ingénieur, d'une grande école de commerce. Assez vite, j'aurais atteint des plafonds. Puis en plus, t'as 2 enfants, tu cours tous les soirs pour aller les chercher à l'heure, etc. Enfin, j'aurais très très vite touché des plafonds. Ils étaient déjà là, quoi. Ouais. Et donc, ça dépendait pas de toi, en fait. Attendre une promotion ne dépend pas de toi, quelque part. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui décide. Et là, t'as créé la vie. Bravo. Merci. Dernière question. Et après, on passera à la première partie de ce podcast. Notez que l'amuse-bouche. Si vous avez appris des choses, restez encore. J'aimerais que tu me donnes 5 mots qui te définissent. Pas facile, ça. J'adore cet exercice. J'ai pas dit que c'était facile. 5 mots. Je pense que je suis tenace. Ok. Je pense que c'est un mot qui me qualifie bien. Je suis authentique. Je suis vulnérable. Mais dans le sens, moi je mets beaucoup de positivité dans ce mot-là. Je suis très libre, mais au sens... Enfin, je suis pas du genre à dire ouais, je suis libre, je prends un sac à dos et je me barre à Bali, pas du tout. Quand t'as 2 gamins, de toute façon, et que tu montes un business, t'arrêtes un peu avec ce truc-là, genre, tu sais, digital nomade, en fait. Je l'ai même pas commencé, tu vois. Moi, j'aime bien le confort, j'aime bien, tu vois. Pareil. Et puis, en fait, tu vois bien que ce genre de discours, quelque part, il est très ciblé sur un certain type de persona, tu vois. Tu vois bien que quand t'es une maman entrepreneuse avec 2 enfants, ton rêve, c'est pas de faire du backpack à Bali, quoi. Donc, Complètement. Ou te dire, ce matin, je prends un café à Bali. Non, il y a école. Moi, je peux pas, en fait. Il y a pas plan café à Bali, tu vois. Donc, c'est plutôt au sens souveraine dans mes choix, tu vois. Okay. Je veux pouvoir décider de ce que je veux, quand je veux, comme je veux, mais pas au sens, je vais me barrer à Bali, quoi. Pour les vacances, peut-être, mais... donc, attends. Je dis quoi? Tenace, authentique, vulnérable, souveraine. C'est super dur comme exercice. Créative. J'aime bien résoudre des problèmes. Au sens, ouais, j'aime bien résoudre des problèmes. Je fais ça bien. Trop bien. Merci beaucoup. C'était le jeu des questions. Et le jeu des questions incarne chacun. Chaque question incarne une valeur qui est importante pour moi. Okay. Donc, comment t'expliquerais ton travail à un non-initié? C'est la valeur apprentissage et pédagogie. Une action que tu mets en place pour ta santé mentale, c'est l'idée de prendre soin de soi et d'avoir un business au service de notre vie. Ton habitude préférée, c'est une valeur qui est importante pour moi. C'est pas vraiment une valeur, c'est le fait d'avoir des vies structurées. Quand on a des habitudes, finalement, ça nous permet de nous reposer. Quand on a des structures sur lesquelles se reposer, moi j'ai un trouble de l'attention, donc en fait tout ce qui est structuré, ça me repose énormément parce que ça me cadre et donc j'adore avoir des choses structurées. La dernière fois que tu as changé d'avis, pour moi, c'est la valeur apprentissage. On avait la valeur pédagogie, la valeur apprentissage, parce qu'en fait les gens qui changent d'avis souvent sont des gens qui apprennent. Quand tu changes pas d'avis, en fait, c'est que la conception de l'apprentissage, c'est je pensais A et puis en fait c'est B. Et du coup, comment les gens arrivent à remettre en question leurs croyances. Et ça, je trouve ça trop intéressant. Et la 5e, c'est le fait d'accomplir des choses, des belles choses qu'on ne pensait pas possibles. Donc, dépassement de soi, le fait d'être Excelsior. Et la dernière, c'est 5 mots qui définissent. Pour moi, c'est une question assez vague qui peut être très vue comme quelque chose d'extérieur, un peu en mode personal branding. Tu vois, si on devait mettre 5 mots sur ton personal branding, ce ne serait pas ce que tu as dit. Et à la fois, un peu développement personnel sur comment toi, tu te perçois. Okay. Voilà, c'était le débrief du jeu des questions. C'est très clair. Merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu-là. Je te propose qu'on passe à cette première partie du podcast
qui a été construite autour de qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de toi. Alors, je me suis dit que j'étais quelqu'un de très égoïste et que parler à des gens cool et apprendre des trucs d'elle qui nourrit ma valeur d'apprentissage faisait que je faisais ce podcast. Très et donc, j'aimerais t'interroger sur un sujet qui est le suivant. Tu parlais tout à l'heure un peu, enfin pas un peu, mais totalement, de comment est-ce qu'on se met au centre de sa propre vie. Comment est-ce qu'on fait en sorte de créer de l'espace en tant que femme et de prendre du temps pour soi. Personnellement, j'ai un enfant, je découvre que je suis enceinte. Pile au moment où je découvre que je suis enceinte, en fait, je lance ma boîte. Donc j'ai 9 mois pour créer une boîte rentable, j'accouche, je crée la boîte, j'ai un enfant en même temps. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup mélangé, comme toi, en jeu sur tenir le business, tenir le couple, se mettre aussi, ne pas craquer soi-même. Et donc, je voulais qu'on discute ensemble de comment est-ce qu'on se débarrasse de cette culpabilité et aussi de tout ce qu'on porte, à la fois dans la vie domestique, mais aussi dans la vie professionnelle. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, à ton avis, c'est quoi l'impact de devenir maman sur une vie d'entrepreneuse ? C'est dur de répondre à cette question parce que moi, je suis d'abord devenue maman et après entrepreneuse. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Ok. Souvent, c'est j'ai déjà un business établi et je deviens maman, ou alors plus tard quand ils sont plus grands. Ouais. Et moi, pour le coup, c'est un truc qui m'a fait ramer de ouf parce que je ne savais pas du tout par quel bout prendre le truc. Est-ce que tu penses qu'avoir un enfant, ça fait perdre du chiffre d'affaires ? Je sais pas, parce que j'ai pas renouvelé, j'ai pas tenté. Est-ce que ça te ralentit ? Je pense que ça dépend de ton modèle. Ça dépend de ton modèle parce que si tu es solopreneuse et que tout repose sur toi, bah, il suffit que tu as un premier trimestre où tu vomis tes tripes et tu es en PLS pendant 3, 4, 5 mois, parce qu'il y en a même, ça va jusqu'au bout de la grossesse. Ouais, si tout repose sur toi, c'est compliqué, quoi. Hyper compliqué. Donc, c'est aussi réussir à faire sortir la valeur que de soi et de mettre la valeur dans l'entreprise, quoi. C'est là où ça va être important. Du coup, pour moi, c'est qui tout double. À quel point, justement, tu penses que ce profil entrepreneuse, tu vois, parce que c'est majoritairement les personnes qui nous écoutent, c'est à quel point tu penses que ce profil entrepreneuse, quand elle a un enfant ou quand elle va en avoir, à quel point tu penses que ce contexte-là de vie, qui est quand même particulier, de travailler pour soi, etc., à quel point tu penses que c'est... Alors, à la fois, je trouve que c'est un choix de liberté, parce qu'on peut se dire, oui, je vais partir, je vais aller chercher les enfants à l'école, etc. Et à la fois, c'est un poids que tu portes. C'est quoi ton regard sur ça ? Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire qu'on se raconte ah, comme ça, j'aurai plus de temps pour mes enfants. Ça, et qu'on veut faire raconter aux femmes, en fait, d'ailleurs. Ouais, mais bien sûr. Et d'ailleurs, ça les maintient dans « Ah, c'est trop mignon ton business, tu vas faire un petit business et tu pourras tu pourras chercher les enfants à l'école comme ça. » En fait, c'est quand tu positionnes... tu sais, c'est un hobby. C'est la variable d'ajustement. Et en fait, pour moi... Alors du coup, là où ça va varier, à mon avis, c'est si tu as un business avant ou un business après. Si tu as un business avant et que tu es déjà dans ta posture de chef d'entreprise et que peut-être tu as commencé à déléguer et que tu as développé ton activité, elle est légitime, ton activité. Elle va être reconnue, ton activité. Donc, tu as un enfant, on va plutôt se questionner sur comment tu vas tout gérer. C'est genre comme si tu étais toute seule. Tu étais toute seule à faire cet enfant. Comment tu vas tout gérer, quoi. Par contre, c'est dans l'autre sens, tu as des enfants et tu décides de te lancer, c'est bien, tu auras du temps pour tes enfants. Tu vois la nuance. Et du coup, dans le deuxième cas, ton projet d'entreprise, ta carrière est ta variable d'ajustement. C'est-à-dire que s'il y a l'école ou la crèche qui appelle, c'est toi qui vas chercher. S'il y a une grève, c'est toi qui gères. Parce que tu es flexible, tu es à ton compte, tu vois. Bah oui, bien sûr. On peut monter l'entreprise en hobby, quoi. Est-ce que tu penses justement que ça conditionne le business des nanas qui se lancent, dans le sens où ça les tire vers le bas ? À fond. À fond. Donc là, je prends le cas de celles qui se lancent après avoir eu des enfants. Ouais. Parce que moi, je le vois, parce que j'en accompagne des femmes à développer soit leur side business, soit leur activité de formation en ligne, etc. Pas dans le cadre de Club des Darons, mais j'en accompagne. Et je vois tout de suite celles qui se disent ouais, je vais faire ça un peu de temps en temps, en m'occupant de mes enfants. Mais non, c'est une activité professionnelle. Tu verras jamais un homme dire je lance ma start-up en gardant mes enfants à la maison. Ça n'existe pas, tu vois.
qui font une levée de fonds avec Mickey derrière et les kids, tu vois. Par contre, une daronne, pisse, hein, ça c'est acquis, c'est accepté, il n'y a pas de problème, quoi. D'ailleurs, on le voit souvent, les darons entrepreneurs, ils sont toujours là en sens leur femme. Non, mais je pourrais jamais y arriver sans ma femme, etc. Alors que les femmes entrepreneurs, c'est moi, je m'organise bien, tu vois. C'est ça la différence entre les deux. J'adore. Merci de dire ça. Et attends, juste bien sûr, vas-y. pour l'autre point, je pense que si tu as des enfants après avoir eu déjà ton entreprise qui roule, là, ce qui va aller s'activer, c'est tout ce truc de perfectionnisme, de performance, de je suis pas suffisante, parce qu'une bonne entrepreneuse, elle a toujours ça en tête. C'est triste à se dire, les nanas les plus performantes, elles ont toujours ce sentiment de pas être suffisante, de devoir faire plus, d'aller chercher le palier d'après, etc. Ok, tu peux être sûr que ça va s'appliquer dans la maternité. Et ça va devenir, tu vois, ça va être, je deviens mère, je vais pas juste être mère, je vais être la meilleure des mères. Et il n'y a plus de qui je suis moi dans cette relation, c'est je vais devenir la meilleure des mères Montessori, je vais te mettre ton enfant dans la crèche Montessori, dans l'école Montessori, je serai ultra dispo, je vais l'éveiller, je vais avoir des conversations avec lui. Chill, il a 6 mois. Tout va bien, file-lui une cuillère en bois, il va s'éclater de ouf, quoi. Tu vois, et ça peut t'amener à un épuisement de fou, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de discours, de loop, que ce soit avant ou après? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là, en fait? Voilà, c'est tellement systémique que ça. Je pourrais même pas dire quel est le début de la pelote, tu vois. Je pense qu'il y a un héritage. En réalité, les femmes qui entreprennent et qui sont dans le monde du travail et qui performent dans le monde du travail, c'est pas très vieux, hein. C'est même pas 100 ans, enfin, tu vois. C'est clair. Et avant ça, les femmes qui réussissaient et qui bossaient, c'était des sorcières et on les brûlait. Donc en fait, quelque part, il y a aussi cette menace de bon, ok, en fait, ça c'était avant. Donc en fait, on se tape encore le rôle de... Enfin, tu vois, c'est comme les mascus qui t'expliquent moi, ma mère ou ma grand-mère, elle faisait ça, elle se plaignait pas, tu vois. Donc, prends toute cette charge et en même temps, on va gagner un salaire, s'il te plaît, parce que l'inflation. C'est ça. Tu vois. Donc, en fait, en plus du fait d'occuper le travail domestique, on a, en plus du travail domestique, finalement, tout le travail domestique qu'on occupait, en fait, on continue de l'occuper beaucoup. Ouais. Et en plus de ça, on a le travail marchand, quoi. De notre ça n'a pas changé si vite. Ça a changé un peu, mais c'est pas non plus dingue. Et donc, il y a ce poids-là. Et il y a aussi cette espèce de mythe de Wonder Woman. Ouais. De meufs qui disent, bien sûr, moi, je fais tout. Je suis celle qui fait les gâteaux pour l'école, qui accompagne les sorties scolaires, qui suis DRH de tel groupe et j'ai 4 enfants, tu vois. Et toi, t'es là, moi je galère avec un. Ok, tu vois. Et qui sont la caution de, bien sûr, tu vois, les femmes peuvent tout faire, de, mais tu vois, ça marche pour elles. Ouais, mais est-ce qu'on a envie de tout faire? Peut-être pas. Je sais pas, c'est simplement. Complètement ça. Et tu sais pas comment le soir elle est, comment dans sa vie elle est, comment dans 5 ans ou dans 10 ans elle est. Moi, je sais parce qu'elles sont dans mon club. C'est ça. Et elles sont pas si bien que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est justement ma question. Tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure et ça m'a énormément intéressée. Est-ce que tu penses que plus les femmes montent, ça c'est une théorie que j'ai, à la fois dans le business mais aussi dans la hiérarchie des entreprises, et plus justement moins elles se montrent vulnérables. Et plus elles doivent répondre à ce mythe de oui, je gère à la fois les gamins et à la fois mon taf et à la fois ci et à la fois ça. Comment est-ce que tu perçois toi ça de ton point de vue, de toutes les femmes que tu vois? Alors moi j'ai beaucoup été dans les entreprises d'hommes. Okay. Tu vois, j'étais chez Ubisoft, avant j'étais chez Orange, donc c'est beaucoup d'hommes. Et oui, c'est ce que je constatais beaucoup. Alors, est-ce que c'est un biais parce que c'est des industries très masculines ou pas? Mais vraiment, il y avait la sensation que déjà, il y avait peu de nanas au top management. Et celles qui y sont, elles ont dû devenir plus royalistes que le roi, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, je pense que les choses qu'elles ont dû encaisser, les remarques, etc., pour arriver là, ce qu'elles ont peut-être dû sacrifier dans leur vie. Peut-être pas des sacrifices, peut-être des choix, tu vois. Font que derrière, elles ont la peau dure, quoi. Et parce que je pense qu'il y a toutes les représentations de... Mais tu vois, même dans la fantasy, les personnages qu'on admire, féminins, c'est des personnages qui adoptent des codes masculins. Tu regardes Game of Thrones, tout le monde était à fond sur... Daenerys. Non, Arya Stark. Qui adopte tous les codes masculins. Ouais. Sansa, qui a une résilience de ouf, qui se fait bully totale, mais qui devient reine du Nord.
vachement moins d'admiration, quoi. Tu vois, il y a un truc... faut prendre les codes des hommes pour évoluer dans les modes d'hommes. J'ai énormément constaté. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast en disant, vas-y, viens, on va dire des trucs vulnérables et ça va être cool. Parce qu'en fait, en se montrant pas vulnérable, en se montrant avec la peau dure, on entretient l'idée que l'autre, elle est parfaite et que c'est génial, alors que toi, dans ton club, tu vois qu'en fait, les coulisses, tout le monde galère. Et surtout, on se prive d'apprendre les unes des autres. Parce que c'est nos galères, en fait, qui nous font apprendre. Et je trouve que c'est hyper important. Et merci d'en parler, parce que je trouve vraiment que c'est un sujet, pour le coup. J'ai, du coup, une question. Maintenant qu'on a fait le constat de ce que c'était d'être une femme entrepreneuse, d'avoir des enfants avant, c'est la galère. Après, c'est la galère. Ma question est, quelle serait... Donc moi, j'ai fait une dépression postpartum. Je pense que je l'ai diagnostiquée après, auto-diagnostiquée après, compris après. J'avais des phobies d'impulsion qui sont en fait des flashs où je me voyais faire tomber mon enfant, écraser mon enfant. Ça m'était très douloureux de passer du temps avec lui. En fait, j'ai compris bien après, alors que j'avais lu plein de livres, comme c'était une dépression postpartum. Je pense qu'on est nombreuses... sans aller jusqu'à la dépression, mais en tout cas à vivre cette tension. La question que je t'adresse aujourd'hui, et je sais que tu n'auras probablement pas de réponse absolue, mais comment est-ce qu'on peut faire pour recréer cet espace, pour déjà ne pas craquer, ne pas culpabiliser, et recréer cet espace? Je crois qu'il faut des potes. J'adore. Il faut un divan des personnes. Non, mais vraiment... En parlant avec toi, c'est marrant parce que tu as été une des personnes qui m'a le plus aidée pour les peu de fois qu'on s'est vu quand même, mais tu m'as donné des déclics aussi en discutant de ta manière de voir la maternité, ta manière de gérer, ta manière de... Enfin, meuf, là, je suis en galère. Et j'étais là, genre, moi aussi, je suis en galère. Et j'ai ce sentiment-là. Est-ce que tu peux développer encore plus ce que c'est justement ça? En quoi ça aide? En fait, tu vois, par exemple, on a vu dans le Covid, les dépressions du postpartum, elles ont explosé. Parce que tu es tout seul. Et en fait, dans la maternité, enfin, tu vois... On aime bien se référer au tradwife des années 50, mais on oublie qu'avant, l'humanité a fonctionné très très différemment pendant 95% du temps, quoi. En mode chasseur-cueilleur, on va pas aller sur ça, mais on fonctionnait beaucoup en communauté, c'est-à-dire que y avait des relais tout le temps pour porter ton enfant, pour jouer avec ton enfant. Enfin, je veux dire, le nombre de mères, même après, pas forcément bébé, mais plus tard, qui sont en mode « mais moi, j'aime pas jouer avec mon enfant, ça me gonfle », parce qu'en plus, on n'est pas câblé pour ça. C'est les autres enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui avant s'occupaient des enfants et les parents prenaient le café, tu vois. Les autres enfants qui jouaient entre eux, en fait, et ils jouaient avec des jeux d'enfants, et donc c'était pas chiant. C'était structuré plutôt comme ça, quoi. Et maintenant, la mère, c'est l'alpha et l'oméga de son enfant qui doit répondre à tous ses besoins parce que c'est sa figure d'attachement. Alors certes, sa figure d'attachement, mais c'est pas ce serpillère, quoi. Enfin, c'est pas son paillasson. Et donc, il faut être tout le temps disponible. Et c'est épuisant. Et comment on se déculpabilise? Parce que moi, je déteste jouer à empiler des cubes. Vraiment, j'en ai fait. Et d'ailleurs, j'en ai fait un post LinkedIn. Et je me suis fait arracher la tête. Parce que je n'aimais pas empiler des cubes. J'ai osé dire que j'aimais pas empiler les cubes avec mon gamin, quoi. Et donc, il y a une injonction hyper forte de l'extérieur. Déjà, nous-mêmes, on se met des injonctions de je dois faire ça, je dois faire ça. En plus de ça, quand on ose en sortir, on se fait un peu matraquer. Ce serait quoi le protocole pour sortir, ne serait-ce que de la culpabilité de c'est OK de ne pas aimer jouer avec son enfant, ou c'est OK de ne pas aller le chercher une fois à la sortie des cours pour prendre un verre avec ma copine, quoi. Bah, c'est déjà de remettre les choses en perspective, quoi. Enfin, tu vois, quand tu le formules comme ça, à quel moment tu vas te dire c'est grave? C'est OK de ne pas aimer jouer avec mon enfant, et c'est OK que son daron aille le chercher, et moi je vais prendre un verre avec mes copines. Enfin, tu vois, remets-toi un peu les choses en perspective. C'est aussi de se dire, je crois, arrêtons de vouloir absolument rendre nos enfants heureux sans savoir comment l'être soi-même, quoi. Tu vois? Punchline. Bah ouais. Parce que le nombre de femmes que j'entends dire ça, oui, mais c'est pour que mes enfants ils soient heureux. Oh là là, est-ce que tu sais c'est quoi le poids d'une mère malheureuse? Ouais, c'est clair. Quand t'as un enfant qui devient un adulte, qui te dit que c'est pour toi qu'elle a fait ça, quoi. Ouh, allez, en avant la thérapie, quoi. Donc, en fait, tu veux que tes enfants, ils soient complets, avec toutes leurs facettes et toutes leurs dimensions et toutes leurs parts d'ombre et de lumière, etc. Mais alors toi, par contre, t'es à la sortie de l'école, tu vas pas voir tes copines, ta carrière, c'est un paramètre pour s'ajuster. Enfin, non, remets les choses en perspective. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Si j'ai des filles, qu'est-ce que j'ai envie
qu'elles voient comme modèle de femme en grandissant. Si j'ai des garçons, même question. C'est ça, c'est comme ça pour moi qu'on reprend de la distance, c'est en remettant du sens sur ses actions, en essayant de voir un peu plus loin que, enfin, tu vois, genre, c'est quoi, c'est pas grave s'ils mangent des purées industrielles. Enfin, c'est pas grave si là t'as la flemme et c'est pas t'as rien, quoi. Dans l'histoire d'une vie, on va s'en remettre. C'est pas grave si t'as vrillé et tu lui as crié dessus. Ouais, je vais pas te dire trop bien, t'as crié sur ton enfant. Ouais, bah t'as vrillé, tu lui as crié dessus. Bon, bah. Ouais. Voilà, quoi. Oui. Quoi. On va pas s'auto-flageller pendant 3 heures à cause de ça, quoi. Merci. Une dernière question. C'est quoi pour toi une daronne champagne? C'est. Pour moi, enfin, tu vois, c'est vraiment l'orientation, le message que je veux passer avec le club des daronnes. C'est vraiment le côté carrière, maternité, champagne. Vraiment le côté. Faut que tout ça soit joyeux, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment. Pas un mocktail, je suis pas sectaire, mais c'est vraiment. Rappelons-nous que le but, c'est quand même de kiffer, quoi. Ouais. Tu vois, et de sortir de il faut, je dois, si je le fais pas, personne le fera. Enfin, tu vois, toutes ces phrases-là qui pèsent, qui mettent sur les épaules, t'en peux plus à la fin, où t'as plus de plaisir dans ton travail, t'as plus de plaisir dans ta maternité, et comme en fait, t'as plus que ces 2 dimensions-là dans ta vie parce que t'as enlevé tout le reste pour performer au max sur les 2. Tu te couches le soir après avoir scrollé pendant 2 heures sur ton téléphone, tu te réveilles le lendemain en disant c'est reparti, quoi. Donc c'est vraiment le côté festif, joyeux de ça, plaisir de ça. Ça veut pas dire qu'on n'est que dans l'instantanéité, etc. Mais c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait, quoi. Et de se rappeler que en plus, enfin tu vois, moi je le vois parce qu'on est notre génération, nos enfants actuellement ils sont plutôt en bas âge. Ils vont grandir quand ils auront 12 ans et qu'ils seront avec leurs potes, 13 ans, 14, 15 ans, et tu seras la honte pour eux, tu vois, et qui vont se détacher. Et que toi, t'as rien nourri de toi, à part ta maternité, il va te rester quoi, en fait? Tu vas te retrouver confronté avec toi-même, tu vas regarder ton mec en mode « Oh, bonjour monsieur !» S'il est toujours là, tu vois, tu t'es pas barré parce que t'en pouvais plus. C'est vide. Ouais. Tu construis quelque chose aussi pour toi et qui va leur survivre. Et en fait, heureusement, parce que sinon, les gamins, ils vont encore une fois se taper la mère qui va être sur leur dos, qui va avoir peur tout le temps, etc. Donc, c'est aussi dans leur intérêt à eux que tu cultives ton propre jardin. Mais oui. Trop intéressant. Merci. C'est incroyable d'avoir ces discours-là. Ça me met en joie et j'adore cette idée de daronie champagne, quoi, tu vois. Et je trouve que ça remet au centre, en parlant de daronie, mais aussi en parlant de business. Et c'est aussi ce dont on va parler après. Mais la daronie champagne, c'est aussi l'entrepreneuriat, champagne ou mocktail, effectivement, ou champomis, champagne ou champomis. Champagne. Champomis, c'est Voilà. aussi comment est-ce qu'on crée à la fois des maternités qui nous rendent heureuses et aussi des business qui nous rendent heureuses, parce que je pense que quand on veut performer, on a beaucoup le syndrome de la bonne élève, et donc on veut performer. Et quand on est des performeuses, quand on est entrepreneuse, tu l'as très bien dit, performeuse, on va être aussi mère performeuse. Et mère performeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire mère qui veut toujours le plus, le plus, le plus, le plus. Et de la même manière qu'on va perdre du plaisir dans son entrepreneuriat en voulant être performeuse, on va aussi perdre du plaisir dans sa maternité pour performeuse, alors qu'à la base, on avait quand même eu un enfant pour kiffer, quoi. Et on s'était dit que ça serait quand même une bonne expérience et qu'on allait trouver ça sympa et qu'on allait avoir du plaisir. C'est clair. En fait, je pense que tu vois, tous quand on a des enfants, on se projette un peu une pub Nutella, tu vois, genre pub Kinder, il nous rejoint dans le lit le dimanche matin. Et en fait, à dimanche matin à 6h50, il a 30 gueules. C'est au bout du Rolls. Et c'est hyper introduit, et tu vois, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est hyper introduit par la phrase « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Comme si avoir beaucoup d'enfants était aussi fondamentalement relié à « ils vécurent heureux », tu vois. Ouais. Comme si on faisait un lien très direct entre les deux, je trouve. Ouais. Cette phrase, elle induit beaucoup ça aussi. Peut-être. Moi, je crois qu'on peut être très heureux avec un ou plein ou pas. Mais le point qui rejoint, je pense, le business et la maternité. Et c'est marrant parce que je vois plein de nanas qui avaient peut-être des enfants avant, qui ont lancé leur boîte ou après, qui vont faire des tonnes de développement personnel pour s'améliorer leur authenticité sur leur boîte, pour être elles-mêmes dans leur personal branding, etc. Zéro authenticité dans leur maternité, quoi. Alors qu'en fait, le point commun, c'est ça, c'est
qui je suis et qu'est-ce que je transmets. Parce que c'est ça, en fait, l'éducation. C'est-à-dire que oui, tu vas donner les codes du monde à ton enfant, tu vas lui donner une base sécure, tu vas lui permettre d'aller explorer le monde, etc. Mais tu vas surtout transmettre qui t'es, en fait. Et si tu sais pas qui t'es, c'est compliqué de le transmettre. Si tu cultives pas qui t'es, c'est compliqué de le transmettre. Et ça amène aussi à un autre point, et je trouve que ça, on l'a aussi beaucoup en business, c'est accepter de fermer des portes. En business, on se le dit. Tu peux pas avoir des offres pour tout le monde, tu peux avoir des produits pour tout le monde. Tu dois faire des choix, tu dois faire des cibles, tu dois faire des choix sur ta cible, des choix sur ton offre, des choix sur tes canaux. Tu dois fermer des portes. Et aux enfants, on veut surtout pas en fermer parce qu'on a peur de créer un trauma, que plus tard ils nous le reprochent. De toute façon, ils auront des trucs à nous reprocher plus tard, il n'y a pas de souci. Ils feront des thérapies quoi qu'il. C'est la base. Et en fait, en transmettant qui on est, ce qu'on croit, notre représentation du monde, etc., on ferme des portes. Et c'est OK parce qu'on en ouvre d'autres. Et si lui, plus tard, il veut en ouvrir d'autres, il ira en ouvrir d'autres. Complètement. Moi, je suis très OK de fermer la porte du sexisme à mon enfant. Vraiment, ça me va très très bien. Je te propose qu'on passe à la dernière partie, qui s'appelle « La dernière fois où tu as voulu démissionner de ta propre boîte ». Hier. Donc, tout va bien, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe ou ce qui se passait pour que cette pensée arrive dans ta tête ? En fait, là, tu vois, en ce moment, j'ai l'impression d'être devant un croisement et que j'ai plusieurs chemins qui s'offrent à moi et je ne sais pas lequel prendre. Et évidemment, c'est le moment où tous les trucs que je mets en place, ça merde. Tu vois ? Et en fait, ça me pousse dans mes retranchements à me dire, à me questionner sur vraiment, je veux partager quoi, je veux amener quoi, tout en me faisant pas du tout confiance, en mode, ouais, mais parce que là, c'est la merde. Donc, tu t'agites. Donc, tu essayes un peu de t'enfuir du truc. Et donc, je suis là, entre deux eaux, à flotter dans l'espace. Et hier, ce qui s'est passé, en l'occurrence, c'est que j'ai problème avec un prestataire. Parce que ton business model, c'est que t'as pas de salariés, c'est ça ? Donc, tu as essentiellement des prestats qui viennent t'aider sur tes 500K là, que tu fais par an. C'est essentiellement entouré de prestats qui viennent t'aider. J'ai 2 prestats qui sont vraiment équipes rapprochées, qui sont au moins à mi-temps pour moi. Ok. Et après, ponctuellement, d'autres prestats sur différentes choses dont j'ai besoin, quoi. Ok. Par exemple, du montage, de la technique sur des tunnels, etc. Et là, ce prestat me balade depuis 2 mois sur quelque chose qui a beaucoup d'enjeux et qui clairement me fait perdre des dizaines de milliers d'euros, quoi. Te balade sur quoi ? Sur la sortie d'un tunnel VSL. Ok. Donc une vidéo de vente. Une vidéo de vente. Qui va emmener sur mon produit, puisqu'en fait, moi, jusqu'ici, je vendais Magic 2, c'est là où je faisais le plus de revenus. C'est plus ce que j'ai envie de pousser, et parce que je pense que finalement, le message est passé sur l'éducation, où ça y est, je trouve que on est un peu sorti de ce Montessori de l'extrême, en mode pas de limite, etc. Accueil inconditionnel des émotions, machin. Donc, il y a peut-être un peu moins de besoin. Et moi, c'est pas pour ça que j'ai créé le Club des Darons. J'ai vraiment créé pour qu'on se parle, parce que je disais, tu vois, de carrière, de vie personnelle, de famille, mais tu vois, d'équilibrer tout ça et de kiffer, quoi. Donc j'ai commencé à faire le switch pour pousser plus le club et après pousser aussi un business club et des choses comme ça. Et en fait, je peux pas opérer ce switch, donc je suis bloquée, tout en n'ayant pas l'autre produit, pas le nouveau produit, tout en ne pouvant pas tester mes méthodes de vente, parce qu'en fait, tant que tu peux avoir toutes les idées de la terre, tant qu'en fait, à un moment, tu les as pas mis entre les mains de tes clients, tu sais pas si ça marche. Et... Ok, donc là, si je reformule le sujet, c'est en gros, donc tu as fait une première partie de ton business sur un produit qui s'appelle Magic 2, qu'aujourd'hui, en fait, ce produit, tu as le sentiment que le marché l'attend moins, mais aussi que toi, en fait, c'est un produit que tu n'aimes plus. Est-ce qu'il y a une notion de j'aime plus ce produit-là, j'en ai marre? Est-ce qu'il y a ce truc-là aussi qui se joue, tu penses? Ouais, tout à fait. Il y a ça qui se joue. Il y a... Alors peut-être parce que c'est un sujet... Alors, je ne sais pas si ça fait ça à toutes les entrepreneuses. Moi, ça me le fait beaucoup parce que c'est un sujet de maternité. Donc, je grandis avec ça. Et je grandis dans ma maternité. Je grandis dans mon business. Et j'évolue à grande vitesse. Et j'ai l'impression, à chaque évolution, à chaque... En fait, ce qui te bloque, c'est toujours la limite supérieure, quoi. Et une fois que tu l'as passée, c'est comme si tu muais, quoi. Et j'ai l'impression de le faire à grande vitesse. Et muer, c'est dur. C'est fatigant.
Et les produits suivent plus forcément, quoi. Bulle bizarre, air bizarre, flow bizarre. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est marrant, j'en parlais alors. avec l'épisode de Caroline Jurado qui en fait a changé de business model tous les ans Ouais. parce que elle grandissait elle-même. C'est exactement ça. Et donc tu dois changer de business model et tout reconfigurer et c'est très dur et très douloureux. Et est-ce que, ma question c'est dans le fait de ne plus vouloir Magic 2 ou ne plus vouloir être commercialisé, que ce soit la principale source de revenus de ton business, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui t'empêche de passer à l'étape d'après, bulle bizarre, donc le niveau 2, est-ce que ce serait la peur de renoncer aux revenus que ça te rapporte et l'incertitude du prochain business model? Qu'est-ce qui, en fait, aujourd'hui fait que cette transition est difficile pour toi? En fait, ce qui me paralyse, c'est, comme j'ai dit, en fait, je suis devant le chemin, je ne sais pas quel chemin je dois prendre. Je sais où je veux aller, mais j'ai l'impression qu'il y a... Et ce serait quoi les chemins, par exemple? En fait, par exemple, c'est, est-ce que... parce que là, tu vois, c'est des réflexions qui datent d'il y a littéralement quelques jours, tu vois. C'est de se dire, en réalité, moi, je veux qu'on parle beaucoup plus d'équilibre vie pro, vie perso. Et actuellement, je parle beaucoup plus d'épuisement maternel. Ok. Et tu vois, je parlais Magic 2, le club, c'est beaucoup autour de la fatigue maternelle, c'est beaucoup autour de la notion de je subis mon quotidien. D'ailleurs, ça s'appelle Club des Darons, quoi. C'est le club des darons. C'est très autour de l'épuisement maternel. Ouais, et c'est très maman. Ok. Et en fait, moi, je veux aussi adresser toutes les autres facettes. Donc les autres facettes ou les autres femmes? Facettes. C'est-à-dire que oui, maman, c'en est une, mais pas que maman. Ok. Tu vois, et en plus, c'est mon message depuis le début, c'est on n'est pas que des darons, quoi. Ouais. On est plein d'autres choses. Et donc il y a une ambivalence entre le club des darons et de ne plus vouloir... Le club des pas que darons, tu vois. Le club des pas que darons, en fait, c'est ça. C'est donner naissance au club des pas que darons. Ouais. Et en même temps, je me dis, j'ai pas, jusqu'ici, en fait, j'ai pas la bonne audience. Donc comment je fais pour changer d'audience? Est-ce que je veux vraiment changer d'audience? Est-ce que je suis pas en train de m'auto-saboter? Enfin, vraiment, le questionnement part dans tous les sens, quoi. Et est-ce que ce serait la peur de renoncer à ce qui t'a emmené ici? Ce qui t'a emmené ici étant de t'adresser aux mères, c'est une vraie question, hein. Et remettre en question, ou en tout cas aux darons, à la facette daronne des mères, quoi. Et le fait de passer à l'étape d'après, ça représente un risque parce que c'est s'adresser à une autre facette. Et donc l'enjeu, c'est est-ce que cette autre facette va autant répondre que la facette daronne, c'est ça? C'est pas tellement ça qui me fait peur, c'est plutôt comment je fais. Je n'ai aucune idée de comment on fait. Et je pense que c'est aussi le point... tu sais, je disais de la limite supérieure, c'est je n'ai aucune idée comment on passe à l'étape d'après. Tu sais, et en fait, de toi, je me disais, j'ai l'impression que le business, c'est une immense pyramide de Ponzi où tu as les entrepreneurs qui font passer les entrepreneurs à l'étape d'après. Mais c'est vraiment ça. Genre, ouais, j'ai galéré, je vais t'aider à monter à cet étage, tu vois. Ok, je t'apprends à te lancer. Et après, tu as l'étape d'après où tu te lances. Ah, mais attends, lui, il a fait ça. Et en fait, tu sais, genre, dès qu'il y en a un qui a compris, il le vend aux autres, qui vont le vendre aux autres. Et c'est le grand Ponzi du business, quoi. Et il faut que tu trouves, et chacun a sa méthode en disant c'est la bonne méthode. Et tu es là au milieu de tout ça, tu te dis, qui a la bonne méthode? Tu vois, quelle main j'attrape? J'ai le sentiment que la première phase de mon business, ça a été de parler de copywriting, tu vois, d'écriture de vente et de LinkedIn. Et en fait, LinkedIn, c'est un prétexte. LinkedIn, c'est pas ça qui m'intéresse. Et comme toi, j'imagine que c'est pas Terrible 2, en fait, qui te passionne, et ni même l'éducation, comme tu le dis. Mais c'est comment ça va être un outil au service des personnes qu'on veut aider. Ouais. Et en fait, ma croyance sur ce sujet, et je sais pas si c'est une bonne croyance ou pas, c'est que pour avoir des business qui marchent comme le tien, comme le mien aussi, c'est qu'en fait, on doit se positionner très fort sur une niche très forte et très précise. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'au bout de genre 3 ans, tout le monde n'en a pas marre et vomit pas d'une manière ou d'une autre ce que tu as vendu pendant 3 ans? C'est-à-dire que moi, à un moment, je vomis LinkedIn, quoi. Enfin, tu vois, expliquer comment faire des bons posts LinkedIn, etc. Est-ce qu'à un moment, on n'arrive pas toujours, au bout de 3 ans, au bout de ce sujet-là? Et donc, l'enjeu que j'ai identifié, mais peut-être tu vas me dire si ça te parle, l'enjeu que j'ai identifié, c'est comment ne pas killer ce truc-là, alors que c'est quand même un truc qui nous en est là, qui a aidé plein de gens, qui est quand même positif, etc., comme le club pareil que tu fais. Ne pas le killer, ne pas mettre le feu, pas avoir une politique de terre brûlée, parce qu'en fait, tu peux avoir des tendances un peu destructrices par rapport à ton business. C'est-à-dire de te dire du jour au lendemain, ok, je me lève, j'arrête tout. Et en fait, ces pulsions destructrices, moi, je dois vachement les contrôler
des pulsions destructrices. J'en ai eu une il n'y a pas si longtemps que ça, avant-hier, où j'appelle mon associé, je lui dis écoute Élise, là on arrête tout, on quitte la boîte. Et on se barre à Bali prendre des cafés. Et en plus, tu as la capacité de le faire parce que c'est quand même toi qui as les commandes. Donc en fait, en soi, si toi tu appuies sur le bouton shutdown, personne ne peut t'en empêcher. Donc entre guillemets, on a ce pouvoir-là. Et la pulsion autodestructrice que moi j'ai par rapport à mon business, elle est très très récurrente. Et d'ailleurs, c'est contre cette pulsion que j'essaye de lutter en faisant le divan des patronnes, en me disant, en fait, c'est un espace qui va me faire plaisir, où je vais essayer de reconstruire autre chose. Et la difficulté, peut-être que ça va rejoindre la tienne, mais que je retrouve, c'est comment on crée l'espace pour ces deux choses, en fait, sans détruire la première. Parce que, tu vois, le tunnel de VSL, pour moi, c'est comment on crée du revenu passif sur ta première activité ou du revenu un peu récurrent, un peu plus facile sans avoir besoin de poster tout le temps, de parler de ça. Donc comment je me sors de cette première activité tout en continuant à générer du revenu. Donc en l'occurrence, dans mon cas, sur Ramène ta fraise, ça a été comment je construis une business à 1 million, mais ce que j'ai fait, mais comment je récupère du temps sans faire s'écrouler le château de cartes, donc mettre des gens qui font tourner la roue aussi vite que toi, aussi bien que toi. Combien t'acceptes que ça tourne moins? Genre, est-ce que tu acceptes que ça tourne moins? Et faire tenir un truc pour récupérer ce temps et se consacrer un peu à la deuxième partie de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, plus forcément parler du LinkedIn toute la journée, ni de Terrible 2 comme toi, mais réinvestir ce temps sur un projet et avoir quelque chose en récurrent dans la première partie pour réinvestir ce temps. Est-ce que ce qui se joue dans la VSL, c'est ce truc-là ou rien à voir? Ouais, si, je pense que c'est quelque chose comme ça. En fait, c'est un des questionnements que j'ai en ce moment aussi. C'est de me dire, en fait, je veux quoi? C'est toujours la question vraiment la plus simple et la plus dure. Est-ce que je veux du business lifestyle? Ouais, c'est clair. Ou finalement, je suis très hands-on et c'est un produit qui est très associé à qui je suis et que je porte et mon image. Et donc, forcément, faut que je kiffe. Ouais. Mais c'est c'est plus lifestyle. C'est-à-dire que, est-ce que ça me suffit? Ouais. J'ai des goûts de luxe. Donc, est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça te suffit en termes de chiffre d'affaires? En fait, la question, c'est... Est-ce que ça va avoir la satisfaction, quoi, tu vois, pour équilibrer tout le reste et pour être bien dedans? Ou est-ce que c'est l'autre modèle et c'est vraiment chef d'entreprise où finalement, c'est pas toi qui es responsable des produits qui sortent. Toi, tu portes la vision. Donc, tu te retrouves pas à détester tes produits parce que c'est pas toi qui les portes. Ouais. À la rigueur, ton chef de produit va finir par vouloir changer de produit. Mais tu vois, et c'est aussi un croisement de se dire, je vais dans quelle direction, quoi. Pour moi, la dualité, elle se situe, et j'ai pas la réponse, parce que c'est beaucoup une question que je me suis posée, que j'ai beaucoup résolue avec Ramène ta fraise, parce que je fais opérer maintenant, c'est plus moi qui opère le produit, et du coup, c'est plus la personne qui va l'opérer, mais il en reste pas moins que mon image reste associée quand même à cette boîte, et même si c'est d'autres gens qui l'opèrent. Mais pour moi, c'est une dualité qui se situe dans, est-ce que tu es créatrice de contenu? Est-ce que tu es une créatrice ou est-ce que tu es une entrepreneuse au sens CEO? En fait, dans les deux cas, tu es entrepreneuse. Pour moi, c'est est-ce que tu es créatrice ou est-ce que tu es CEO? Et pour moi, le métier de créatrice, en fait, il est très corrélé à un business lifestyle. Et dans l'épisode avec Caroline Jurado, elle nous explique pendant 2 heures comment elle a optimisé chaque parcelle de son business pour la mettre au service de sa vie. Et donc, elle a lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Elle a tout appliqué de A à Z. Et en fait, elle a un business qui dépend beaucoup de son image. Son métier, c'est de créer des contenus régulièrement. C'est elle qui opère beaucoup de choses, même si elle a des prestats, etc. Et ça reste un business 100% corrélé à son image. Et au spectre opposé, je vais recevoir Déborah Guillotin, qui, elle, a un groupe qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a un business de franchise. Donc, ça s'appelle My English School. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a une méthode et elle fait ouvrir des franchises. Elle met des CDO sur ses franchises. Ça coûte X pour ouvrir une franchise et après, elle a des royalties tous les ans et c'est opéré par des CEO. Et c'est pas du tout Déborah qui est sur la tête d'affiche, ça s'appelle My English School, qui est d'ailleurs une marque qu'elle pourra créer puis même revendre, en fait, finalement, et qui vaut, entre guillemets, de l'argent. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ces deux business models et que dans les deux cas, soit tu fais le levier, les effets de levier sont différents. En fait, soit tu fais le levier, pour moi, sur ce qui te permet de faire de la croissance et de faire plus d'argent et de rendre plus riche, c'est le levier management, équipe humain, où tu vas faire opérer des choses par d'autres personnes. C'est un levier. Ou soit, dans l'autre cas, c'est le levier média.
C'est-à-dire, comme tu disais, faire rentrer toujours plus de gens, parce que ta formation, les gens vont la consommer une seule fois. Et le deuxième levier, pour moi, c'est le levier média, c'est-à-dire être un max visible, continuer à mettre ta tête, parce que en vrai, c'est ta tête qui fait cliquer plus que une marque, tu vois. Donc, le fait d'associer ton image, eh ben, tu vas plus facilement, enfin, je trouve qu'on va plus facilement activer ce levier média, plus de visibilité. Et donc, au final, et après, il y a le troisième levier qui est codé. Mais on n'a pas encore... Enfin, moi, j'ai pas débloqué ce truc-là pour monter un SaaS, tu vois. Donc, j'ai pas encore fait. Ouais. Mais pour moi, en fait, c'est un peu ces deux trucs-là de levier pour l'étape supérieure. Ah bah, c'est ce que je dis, c'est soit t'es une personne, soit t'es une marque, quoi. En fait. Ça pose aussi le sujet de la marque personnelle, ouais. Et toi, par exemple, est-ce que si tu devais... Comment tu te sens sur l'incarnation de ton business aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît à 100%? Est-ce que tu sens que c'est douloureux encore? Moi, ça me gonfle de créer des contenus. C'est plus moi qui les crée, d'ailleurs. Mais la stratégie, c'est de me rendre de plus en plus visible, même si c'est pas moi qui crée les contenus. Mais si tu vois, ce que moi j'incarne, bah, c'est plutôt ce côté business, daronne. On y revient, tu vois, c'est ça. Les plus maternelles, j'en suis sortie largement depuis longtemps, donc je peux en parler, je sais très bien ce qu'elles ressentent, je sais comment les en sortir, etc. Et en même temps, j'ai bien conscience que quand tu es dedans, et c'est aussi ce qui me fait me questionner beaucoup, tu payes pas pour en sortir. Parce que c'est très lié à la maternité sacrificielle. Puisque tu es dans la maternité sacrificielle, donc tu finis par t'épuiser. Ah oui, tu payes pas d'argent pour t'en sortir. Donc tu donnes pas d'argent. Ouais. Ok, donc ta question, c'est est-ce que sur ton produit, c'est des gens qui sont prêts à payer, quoi. Ouais. Donc il y a tout ça qui se questionne, et des fois, comme toi, truc un peu autodestructeur, je me barre et je crée carrément autre chose, tu vois. Ça arrive tout le temps. Et bon. Et du coup, là, les deux voies, quand tu dis les deux alternatives, ce serait quoi pour toi quand tu dis je suis à la croisée des chemins? Qu'est-ce que, Sarah, si on se projette dans les différents chemins et qu'on se projette, non, mais si juste sans devoir choisir, dans les différents, est-ce que tu peux me donner juste les 2 ou 3 voies que tu envisages? C'est encore hyper flou. Il y a la partie, ok, prends pas de décision avant d'avoir essayé de mettre toutes tes chances de développer le club au maximum. Ok, donc première voie, on fait all-in sur le club qui est le cap que tu t'es fixé. Ouais. Ok. Voie numéro 2. Voie numéro 2, c'est en réalité ce dont tu veux parler, c'est ambition et maternité. Ok. Donc tu développes ton business club privé. En fait, moi je dois vraiment créer, parce que je l'avais fait une fois et j'avais trouvé ça incroyable, des groupes de nanas, de 5, 6, 7 nanas qui se suivent dans la durée, qui se rencontrent et qui discutent et qui, tu vois, et les résultats étaient fous, quoi. Ouais. Et que ça soit vraiment orienté business. Donc ça serait ça. Et là, dans ce cas-là, en fait, c'est presque plus moi qui l'opère parce que chaque groupe a son coach et en fait a une méthode avec des sessions et des événements qui viennent pimper ça. Et vraiment, c'est une expérience hyper cool, mais j'ai plus les mains dedans. Ouais. Ou alors vraiment pour me faire kiffer, tu vois, genre les dîners, les journées d'immersion, etc. Ça serait la deuxième voie. Des fois, je vrille total en me disant, en fait, meuf, elles veulent pas acheter ton club. T'as une communauté énorme. Fais du e-commerce, tu vois. Bah ça, je pense que je me fais un peu brainfucker par tous les gens qui t'expliquent qu'ils sont devenus multimillionnaires avec le e-commerce, tu vois. Et on voit pas ta gueule nulle part. On voit pas ta gueule. Et on voit pas ma gueule. Et ça, c'est bien. Ouais. Et en fait, ça se joue avec des pubs. Et en fait, tu dis, la seule compétence que j'ai vraiment à maîtriser, c'est la pub. C'est la pub. Et des fois aussi, je me dis, en fait, j'adore le mentorat business, j'en fais en off. Ouais. Et pourquoi je fais pas que ça, quoi. Donc vraiment, on est sur un panel de je suis face à ça et je bouge pas. Parce que je panique, en fait, je sais pas quoi faire. Et si on se projette dans 5 ans sur 2-3 voies, là, si demain tu lances... en fait, moi, ce que je vois dans ce que tu dis, c'est d'un côté, tu as un business model récurrent, Club des Darons avec le fait de faire entrer des meufs dans un cercle, donc hyper cool, le récurrent, business model récurrent. Un enjeu un peu à étiquette. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ce qu'on se voit aussi, ce qui se passe sur le marché. À étiquette, donc deuxième voie, à étiquette.
troisième voie, e-commerce, quoi. On va dire ça, à peu près random. Mais par contre, business model qui dépend pas de toi, où t'es pas en train d'incarner ce que tu fais. Et donc, toujours d'avoir des regards braqués sur toi de est-ce que ce qu'elle dit c'est bien, est-ce qu'il y a un hater qui va venir te faire chier en commentaire pour t'expliquer que mon story c'est génial ou pas génial, etc. Et donc, t'as moins cette remise en question de ton ego, mais au sens noble du terme, tu vois, juste de toi et ta personne, de voir ta tête tout le temps. Et donc, si on met ces 3 voies-là, et je suis trop curieuse d'avoir la réponse, et qu'on pousse un petit peu, genre dans 5 ans, ou même pas, parce que vu que tu es hyper rapide et que tout ce que tu as construit est absolument incroyable en peu de temps, donc on va se projeter sur un univers de temps où, on va dire plutôt 3 ans, si on se projette dans la voie la plus géniale du club des darons, qui est la meilleure issue possible de ce club privé. Je trouve ça hyper dur comme question. Qui est finalement, ça ressemble à quoi? C'est hyper dur cette question parce qu'il y a 3 ans, je gardais ma fille à la maison, je faisais des ateliers peinture avec les mains et je me disais, j'aimerais bien gagner 1700 €, tu vois. Donc là, tu vois, sans partir dans 3 ans, mais même tu vois. la meilleure alternative, sans donner d'échéance, mais la meilleure alternative du business model Club des Darons, juste business modellement parlant, la meilleure alternative, c'est quoi? Ça veut dire, en fait, il y a combien de personnes sur ce club? Super dur cette question. Là, il y en a combien? Moi, ce que je voudrais, tu vois, en alternative, en business model, j'ai pas la réponse. Ce que je voudrais, c'est être la référence quand on se dit je veux une carrière et je veux des enfants. Et donc, du coup, ça, finalement, est-ce que ça dépend beaucoup du produit que tu vas faire, finalement, ça? Je sais pas. Parce que si c'est ça l'objectif. Qu'en fait, quand tu te dises j'ai une super carrière, où je suis au moment où je vais passer des paliers, en même temps, c'est le moment où je me questionne si je veux des enfants et je sais pas si on peut conjuguer les deux et qu'on se dise bien sûr que si. Ou je reviens de congé mat, je sais pas comment ça va se passer, je prends un poste de top management, où je crée ma boîte, où je passe des paliers. Enfin, tu vois, à un moment de se dire, ok, ma carrière, elle a des opportunités, où je veux qu'elle ait des opportunités, et il y a mes enfants, et j'ai pas eu d'un daron absent des années 80, tu vois. Comment je fais? Je me tourne vers Sarah, quoi. Et est-ce que cette destination, est-ce que le chemin que tu vas emprunter, le choix du produit que tu vas faire, du prochain produit, est-ce que, si c'est ça la vision, est-ce que le produit, le choix des 3 choix là, est-ce que c'est un choix qui finalement, qu'est-ce qui va conditionner ce choix si c'est pas la destination? Ça va être, je pense, de savoir exactement à qui je veux m'adresser. Ok. Je vois un autre truc aussi, et c'est marrant parce qu'on en parlait ce matin avec Caroline Jurado. En fait, je trouve que ça va conditionner aussi à quel point tu vas apprécier le chemin. Et en fait, tu vois, j'avais cette conversation justement avec Caro que je te partage ici et que moi aussi, je me suis posé beaucoup cette question et que je me la pose encore. C'est que, en fait, peu importe le business model que je vais choisir, peut-être que là, je vais en changer, peut-être que je vais mettre aussi en place un autre produit. La destination ne changera pas, mais par contre, est-ce que j'ai envie de vivre en faisant des lancements de masterclass, de conférences toutes les semaines, ou est-ce que j'ai envie de vivre avec un produit récurrent? Et tu vois, Caroline Jurado, sur son cercle, elle a un produit récurrent où là, elle va faire à peu près 40 à 50 000 € de personnes en récurrent. Donc ça veut dire que tous les mois, il y a des personnes qui payent son cercle en abonnement et finalement, toutes les personnes qui sont nouvelles créent des effets composés et elle repart pas de zéro. Et donc elle fait très peu de lancements. Et tu vois, c'était hyper intéressant parce qu'elle m'a dit, ce business model-là, en fait, c'est le business model qui sert le plus mon temps libre. Et donc certes, j'ai moins de pics de dopamine parce que je fais moins de ventes d'un coup, mais chaque vente que je fais vient alimenter un espèce de revenu récurrent. Et donc ça, je trouve que dans le business model, tu vois, du club que moi aussi j'ai réfléchi et je te partage ça parce que même moi, en fait, c'est des questions que je me pose pour le coup. Et je trouve que ça alimente à fond, en fait, cette idée de je prendrai peut-être plus de temps à arriver à ma destination, mais au moins, le chemin, c'est quand même un revenu récurrent qui passe versus un club physique où la réalité, c'est quand même tu vas devoir te pointer à des événements. Et si demain, il y a 200 personnes dans ce produit, combien on fait d'événements? Et troisième, business model, un peu lancement, formation, masterclass. Et moi, la question que je me pose beaucoup, c'est la destination, je pense, que n'est pas un sujet parce que t'es tellement... on a réussi à arriver à la destination et à incarner ce qu'on voulait, mais c'est pas le quoi ni le pourquoi, mais plus le comment. Et le comment, quelles contraintes, la question que je me pose en ce moment, c'est quelles contraintes j'ai envie d'avoir. Ouais, je comprends. Moi, je pondérais quand même beaucoup le récurrent.
Ouais. Parce Parce que proposer des je trucs. trouve que ça se prête pas à tout. Ouais. Parce que c'est un super modèle quand tu es une assurance, parce que tu es obligé d'avoir une assurance. Ouais, c'est clair. Donc, tu rentres là-dedans. T'as pas forcément de la rétention, c'est ça que tu dis? Ouais. Comme Caroline, c'est des conseils en investissement. Bah ouais, t'as besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce travail-là pour toi. Moi, je l'avais testé sur Queenbiz, donc qui t'apprend à créer ton produit en ligne. Les gens, ils partent. Dès que ça devient dur, ils partent. Tu vois, donc, et c'était pas du tout Et le adapté. récurrent sur le business model de la formation, je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de gens essaient de craquer. Effectivement, pour le business model de Caro, ça marche. Mais je trouve que c'est un truc où les gens, Et ils restent là. là où ça peut être intéressant, tu vois, par exemple du Business Club. Et qu'est-ce qui fait que les gens restent sur Club de Daronne? Parce que je suis hyper cool. Ouais. Parce que tu proposes toujours des nouveaux Non, il y a des contenus. gens qui partent. Il y en a qui restent parce que oui, il y a des lives toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Avec En fait, des la rétention, experts, elle est etc. créée par Ouais. les lives toutes les semaines. Ouais, beaucoup par ça. Mais il y a quand même des gens qui partent parce que c'est long de se rééquilibrer. Ça prend pas 3 semaines, tu vois. Il faut un peu de temps pour tout rééquilibrer. Mais je me dis, voilà, si tu prends, je pense qu'on peut même faire du modèle récurrent à étiquette. Parce qu'en réalité, tu vois, tu as ton business club, au bout d'un moment, tu kiffes ces rendez-vous avec ton coach, tes copines business, etc. Moi, franchement, si j'y allais en full carte blanche, budget limité, je ferais comme ce qu'on fait nous, tu vois, genre on se retrouve à un Champagne brunch. spa. Mais oui, c'est ça. En fait, il faut savoir que c'est Ouais. comme ça qu'on s'est. Moi, c'est un truc que je pratique pour le coup quotidiennement, et c'est comme ça que tu es rentrée dans ma vie. En fait, je t'ai invitée, je fais ça tous les mois, donc je fais un dîner d'entrepreneuses où j'invite des entrepreneuses que j'adore et que je trouve sympas et que je suis sûre qu'on aurait plein de trucs à se raconter. Et dans ces dîners, j'organise le dîner de manière à ce que chacune puisse apprendre les unes des autres. Donc c'est pas des dîners où il y a du small talk, c'est vraiment des dîners qui sont organisés, orchestrés et structurés pour que les unes et les autres s'apportent. Et donc ça, c'est la première étape. Après, il y a la deuxième étape qui est le dimanche après-midi brunch. Et donc après ça, t'expérimentes la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est le podcast. Et après, la quatrième étape sera effectivement, on créera ce club de meufs badass, grossier, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué. Et moi, c'est ce qui m'a manqué complètement. Et au travers de ce qu'on vit là, je trouve que c'est génial de pouvoir se créer un espace qui soit à la fois un espace où on puisse échanger, comprendre, discuter, sans être en mode maman, gnangnan, mais en étant, ok, on va aussi parler de business. Et aujourd'hui, on n'en a pas, et je te rejoins parfaitement là-dessus. Et on en parle souvent, donc je suis trop contente. Et si ça peut se faire au spa, franchement, c'est trop bien. Ouais, on fera spa champagne. Trop bien. Ce que je retiens de ce que tu as dit, si je devais prendre un petit peu le What's in it for me, est-ce que, enfin, avant de passer à ça, est-ce que on a fait le tour du sujet, là, sur ton challenge du moment? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter? Ouais, enfin, ce que j'ai envie d'ajouter, j'ai envie que, parce que moi j'aimerais l'entendre d'autres entrepreneuses, de dire, il y a des moments de galère, et en fait il y a des moments où tu as l'impression d'être la reine du monde et te dire c'est hyper clair ce que je vais faire, ça va dérouler, et 3 jours après, tu es en galère totale, et en fait de se dire que c'est toujours en chemin, en fait. Je trouve que des fois il y a beaucoup de, particulièrement avec coach business, une posture très assertive de moi j'ai tout compris au business. Je maîtrise parfaitement ma posture de leader, je maîtrise parfaitement ma posture de chef d'entreprise, je me retrouve jamais en galère avec des prestats, je sais cadrer les gens qui bossent avec... Mais que dalle, quoi. Moi, je suis dans un coaching, là, avec des femmes qui sont plus âgées que moi, qui ont 45, 50 ans, qui ont des postes de ouf, des boîtes de ouf. Ben, elles galèrent aussi, quoi. Et de se dire... et des fois, tu dis, oh, mais oh, putain, moi, ça, j'y arrive, tu vois. Et t'es en mode, un win. Et de dire, bah ouais, en fait, je serai leur salarié, je serai dans leurs équipes, j'aurais pas idée de ce qu'elles traversent. Et je serais... Enfin, parce que j'ai été dans l'équipe de femmes comme ça. Et t'es ultra impressionnée, t'as l'impression qu'elle a la réponse à tout, etc. Mais non, en fait. Il y a des fois où t'es en mode, est-ce qu'il n'y a pas un adulte dans la salle, s'il vous plaît, qui peut gérer la situation? Et je crois que c'est important de le dire, quoi. Ouais, totalement d'accord avec toi. Merci d'avoir partagé ça. Je trouve ça trop bien. Et je trouve que c'est le reflet business de ce que tu enseignes sur la partie maternité. C'est en fait parfois on a aussi envie de balancer notre business. Merci pour ça. Avant de conclure sur la fin, est-ce que tu aurais un peu 3 règles ou 3 choses que tu essaies d'appliquer ou 3 astuces, 3 choses qui t'aident
ou que tu as envie de transmettre à des femmes qui se posent les mêmes questions en ce moment que celles que tu te poses, quand bien même Je n'ai pas la réponse. ce n'est pas la réponse. Et je pense que c'est aussi cette idée de se dire, voilà, on n'a pas la réponse à l'univers. Ce serait quoi les 3 règles que tu pourrais transmettre? Je crois que la première, c'est de prendre le temps de cultiver le retour au calme. D'avoir des espaces de rien, d'oisiveté ou pas de scroller ou quoi que ce soit, mais vraiment des espaces où ton cerveau il s'arrête, quoi. Que ça soit par le sport, que ça soit dans un hammam, que ça soit dans un brunch avec tes copines, et un moment où ça s'arrête. Et de revenir au calme parce que des fois on a l'impression qu'on a de l'énergie et en fait on n'a pas de l'énergie, on est complètement sous adrénaline, quoi. Complètement stressé, cortisol, peu importe, tu vois. Et t'as l'impression que ça y est, t'es dans l'action, t'as de l'impact et tout. Non, en fait, t'es juste complètement agité, quoi. Et donc revenir au calme parce que c'est là où il va y avoir le plus de clairvoyance, je pense. Ce serait la première règle. La deuxième règle, c'est... Je suis pas une meuf ésotérique, je suis plutôt cartésienne, mais j'ai rien contre un petit tarot, tu vois. C'est quand même faire confiance à ce qui se passe, quoi. Il y a des fois, tu as l'impression que c'est la merde totale. Je prends un exemple de Prista, qui est aussi une amie, qui m'a dit « Bah non, en fait, ton projet, je ne bosserai pas dessus », qui m'a fait perdre pied. Et après, je me dis « Bah non, mais en fait, j'avais beaucoup trop twisté le projet pour qu'elle puisse participer. Et elle avait trop twisté sa pratique pour que ça fit aussi. Et en fait, ça m'a donné l'occasion de me dire « En fait, je veux quoi ?» Donc au début, j'étais en mode « Ah, catastrophe !» Et des choses se passent, c'est des opportunités, en fait. Des fois, c'est la merde. Mais ça va bien se passer, quoi. Donc, confiance dans l'univers, tu vois. Et la troisième, je pense que c'est prendre le temps de connecter avec des gens. Je trouve, moi, j'ai été trop isolée dans la maternité, dans l'entrepreneuriat, etc. Et en plus, en me disant, ça me va très bien comme ça, moi, je suis une meuf un peu solitaire, donc ça me va. Et en fait, non, t'as besoin d'avoir un cercle de proximité. Vraiment alors ça met du temps parce que les gens ne deviennent pas tes intimes tout de suite, tu vois. C'est pas t'as passé la maternelle, tu peux plus faire ça, genre est-ce que mon amie, tu vas être ta super copine, tu vois. Ça prend un peu de temps, mais d'investir du temps sur ça, alors que je trouve, moi je le vois beaucoup avec les mères, tu sais, t'arrives plus à te laisser solliciter. Ouais. Genre tu vas te booker un verre avec une copine et le matin ou 2 heures avant tu vas dire oh non je peux pas machin, tu vas trouver une excuse un peu claquée. Tu vas te booker un week-end et puis finalement ça n'aura jamais lieu parce que tu n'as plus l'énergie pour ça, alors que c'est exactement ce qui va te redonner de l'énergie, quoi. Ouais, exactement. Trop bien. Voilà. Sarah, merci. Et bien, de rien. Si t'es OK, je vais te faire ce que moi j'ai retenu de ce moment. Allons-y. C'est trop important pour moi, j'adore apprendre et donc j'aime bien me remémorer. Ça me permet d'ancrer l'apprentissage. La première chose que je retiens, c'est la différence entre avoir des contenus sur l'éducation que tu vas donner et les contenus qui vont t'aider en tant que mère à être mieux avec toi-même, à mieux vivre ta maternité. Alors évidemment, il faut les premiers parce que si ton enfant il vient te réveiller toutes les nuits, tu peux pas t'occuper de toi. C'est ça. Et voilà, mais que l'objectif en fait est qu'il y a quand même ce pas et cette importance-là qui est finalement comment on recrée un espace pour soi et que l'éducation telle que tu la vois, elle sert et elle est au service d'arriver à créer dans un deuxième temps un espace qui va venir nourrir toutes les facettes. Ce que je retiens de ce que tu as dit, ce que j'adore, c'est cette idée de facette. Cette idée de facette on a la facette d'aronie, on a la facette travail, mais il y a aussi plein d'autres facettes. Et que nous, en tant que femmes, et en tant qu'entrepreneuses a fortiori, on va venir nourrir les facettes qui vont être les plus vitales, entre guillemets, à court terme. C'est-à-dire, on va nourrir très bien la facette Daronne et très bien la facette entrepreneuse. Si bien qu'on va cramer et on va être des performeuses sur ces 2 facettes, au point d'en oublier le plaisir. Et donc le troisième point que je retiens, c'est vraiment cette culture d'apporter du plaisir. C'est la daronie, champagne et champomy. C'est vraiment cette idée, et l'entrepreneuriat champagne et champomy, qui est cette idée de comment je retrouve du plaisir. Et j'essaye de sortir de cette culpabilité-là. Je sors de la culpabilité aussi en me disant, prendre soin de moi et nourrir mes facettes, c'est aussi donner le modèle
que je veux à mes enfants. Et donc, est-ce que tu as envie d'une mère et d'être la mère qui a surinvesti et qui a tout sacrifié pour son enfant et que ton enfant, en fait, après, il va devoir faire 10 ans de thérapie. Quoi qu'il y fera 10 ans, mais de toute façon, bah voilà, en fait, qu'est-ce que tu fais porter à ton enfant en coupant tout le reste de ta life et en surinvestissant cet aspect sans nourrir les autres. Donc ça, je retiens complètement. Merci beaucoup pour ça. Et sur la deuxième partie, ce que je retiens vraiment, c'est cette idée et cette croyance que j'ai, sur laquelle ça vient rebondir, c'est au bout de 2, 3 ans, quand on parle d'un sujet, est-ce qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie et j'en ai rien à dire, mais plus j'en retire de la connexion et de la légitimité de « Ah ouais, mais en fait, je suis pas la seule à en avoir marre parfois de parler de LinkedIn. » Donc ça, je trouve ça trop bien. Et vraiment, je retiens cet aspect-là. Business model, je trouvais que c'était trop intéressant. Comment tu te projettes dans tes différents business models en mode, OK, il y a le récurrent, il y a le high ticket et il y a Allez, elle va vendre des crayons de couleur. Ouais, elle va vendre des crayons de couleur, tu vois. Et je trouve ça trop bien. Et ce que j'ai adoré, c'est que tu as retwisté le truc en te disant, bah, en fait, ma vision, elle est là-haut. Elle est d'être la figure de référence de la daronie sans culpabilité. Et la question, c'est quel chemin je vais emprunter pour y arriver. Et ça, j'ai confiance en moi pour trouver le bon chemin, même si hier, franchement, c'était trop relou. Hier, j'avais pas eu de confiance. Et j'en ai marre, et voilà. Et du coup, on est en boucle avec tes trois conseils que je trouvais vraiment super, qui sont le premier, c'était le calme. Le calme, se connecter. Et je trouve que c'est très en lien avec ses choix. Je trouve que plus on avance et plus, en fait, notre métier devient de faire des choix. C'est en fait la réalité de notre métier, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis plus du tout dans l'opérationnel, tu vois. Mon métier, c'est juste de dire oui, non sur WhatsApp. C'est vraiment ça. J'ai un copain qui dit ça. Il dit son métier, c'est juste de dire oui ou non sur WhatsApp. J'exagère, mais c'est pratiquement ça. Et je trouve que le fait d'avoir ce retour au calme permet de prendre finalement ce pourquoi on est dans notre. Enfin, moi, dans mon job, c'est d'ailleurs prendre des décisions. Deuxièmement, c'était temps pour soi, entourage. Non, le troisième entourage, le deuxième, c'était fais confiance à l'univers. Ouais, fais confiance. Ah oui, mais je l'ai pas retenu parce que fais confiance à l'univers, c'est trop méta pour moi. Mais en fait, je le réinterprète comme fais confiance, fais-toi confiance. Et fais-toi confiance dans le fait que voilà ta destination, c'était ça. C'est voilà la destination et tu trouveras le chemin pour y arriver. Et de dire, en fait, ce qui a l'air peut-être dramatique sur le moment. Ouais. Attention, je parle pas de trucs vraiment graves. Tu vois, sur le moment, tu es en mode je perds pied, etc. Ouais. C'est peut-être une opportunité de te recentrer, de rebondir, etc. Quoi. Et de créer une évolution. C'est peut-être pas si dramatique que ça. Complètement. Et dernière chose, c'était s'entourer. Moi, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé le Divan des Patronnes. J'ai créé le Divan des Patronnes en me disant, je veux juste un endroit chill où je parle avec des gens, des femmes que je trouve inspirantes, intéressantes, qui vivent soit des choses similaires, soit qui vont vivre les mêmes choses que moi, soit que je vais vivre les mêmes choses qu'elles. Et bien, juste on crée un espace où on n'est pas des mamounes et on n'est pas non plus des mecs qui vont toujours se demander qui est la plus grosse. C'est ça. Et se montrer vulnérable. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cet exercice, de t'être prêté à l'exercice du divan, de t'être allongé sur le divan. Et pour finir, j'aimerais t'offrir un objet qui est très important pour moi. Ok. Parce que c'est un objet que j'utilise tous les matins et tous les soirs. Et c'est un objet qui me permet de me reconnecter à moi-même, de me reconnecter à mes pensées, d'arrêter de subir les stimuli, les réseaux sociaux, les injonctions extérieures et d'écouter mes pensées. C'est soit un carnet, soit une bougie, c'est ça? Et cet objet, c'est un carnet. C'est un carnet bougie. C'est un carnet. Et donc, je te propose de t'offrir un carnet que les gens ne nous voient pas s'ils nous écoutent. Et tu as le choix, le carnet que tu veux. Allez, doré. Hein. Allez, parce que ça représente le champagne, évidemment. Le champagne, et tu liras ou pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est un objet que... Eh ben merci beaucoup. J'adore les carnets. Voilà. C'est pas facile. C'est la vie, les carnets. Exactement. Merci beaucoup, Sarah. Comment tu te sens? Eh ben très bien. Et finalement, tu vois, j'y vois plus clair. J'y vois plus clair. Après tous ces détours. Après tout, voilà, c'est complètement parti. Je vais donc lancer des feutres. Non, ça va. Ta marque de feutre. C'est ma marque de feutre d'Aaron. Des feutres de peinture à numéro. C'est ça. Des feutres pour les darons. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment clôturer cet épisode, mais ça m'a fait très plaisir. Merci merci pour ton temps d'être venu. Merci pour ce temps. Merci pour ton écoute. Et je trouve ça vraiment top comme initiative parce que je pense qu'on en a vraiment besoin de sortir de cet isolement
où chacune est dans sa forteresse, ou même quand on est connecté, on n'est pas vulnérable, de se dire, voilà, bah, moi je suis en galère là, moi aussi je suis en galère là, et d'en trouver des solutions, parce que c'est pas juste se dire je suis en galère, c'est se dire, s'apporter des points de vue pour s'en sortir, donc c'est cool. Et en quoi c'est plus clair? En quoi c'est plus clair? On en parlera au spa. Allez, on en parlera, ça. Rendez-vous au spa. Merci Sarah. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.